Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Si vous voulez des nouvelles de ma santé, tout va bien, mes poussées cutanées tentent à disparaître, ça c'est un petit peu sur les jambes, etc. Mais voilà, il y en a pour peut-être encore 1 ou 2 semaines, mais après on n'en parlera plus. Sauf évidemment si d'ici là, on va nous trouver de nous faire une 3e dose, une 4e dose. Force est de constater que là, en ce moment, si en France vous êtes en plein processus de déconfinement, je rappelle au 30 juin, nouvelle étape pour préparer la liberté au niveau des vacances juillet et août, force est de constater que certains médias sont en train de porter une attention particulière envers le fameux variant Delta. Alors je rappelle, pour mémoire, l'OMS a estimé que ça commençait à être un petit peu bordélique, d'avoir des variants qui portent le nom des pays dans lesquels ils ont été découverts en priorité. Donc on a tout simplement changé l'appellation des variants. Désormais on leur a donné des codes alpha, delta, bêta, ce que vous voulez, gamma, ou je ne sais quoi, ou epsilon. Or là, actuellement, on est sur le delta. Le delta, ce qui est à l'origine le variant indien, si ma mémoire est bonne, rectifiez-moi si je me trompe, qui commence à sévir en Grande-Bretagne. Oula, attention, Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout d'un coup, la contamination va reprendre? Pourtant, qu'on sache, la Grande-Bretagne, il y a quand même une proportion de population non négligeable vaccinée en double dose. Et pourtant, il semblerait qu'apparemment, le vaccin ne soit pas totalement efficace, selon certaines pathologies, bien évidemment, pas pour tout le monde. Parce qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de sites, on commence évidemment à mettre en avant le fait que les vaccins, finalement, ne sont pas efficaces face à ce delta, face à ce variant. Encore une fois, comme je l'ai toujours dit dans les vidéos, tout dépend des pathologies des personnes. Vous avez des personnes qui sont vaccinées, qui vont être protégées, puisqu'ils ont peut-être ou finalement enfin développé leur immunité contre le Covid. C'est-à-dire qu'ils peuvent choper la Covid, mais ne peuvent pas tomber malades, ou ne pourraient normalement pas tomber malades, en dehors d'autres aspects, en dehors d'autres éléments qui pourraient changer complètement l'équation. Mais en ce qui concerne les personnes les plus fragiles, en effet, il y a toujours un risque. Et qui plus est, les personnes fragiles, quand je dis fragiles, c'est des personnes qui ont des pathologies ou des problèmes de santé sévères. Donc évidemment, ces personnes-là, il va falloir les protéger, même si elles sont vaccinées. On a des exemples qui sont donnés sur les réseaux sociaux de gens qui décèdent. Des gens qui étaient considérés comme en bonne santé, des gens qui n'avaient pas de problème de santé particulier, des gens, etc. Je rappelle, comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, il faut tout remettre en proportion. C'est-à-dire que par rapport au nombre de décès qui sont imputables au Covid, voire imputables au vaccin, on reste encore une fois de plus dans des normes, dans des niveaux acceptables. Vous savez, c'est ce fameux aspect de bénéfice-risque. C'est-à-dire que c'est une loi fondamentale de tout, je dirais de toute l'éthique même de la santé d'une manière générale, c'est que quand vous développez des traitements, eh bien les traitements, il faut qu'ils soient efficaces pour au moins 80, 85, voire 90% des gens. Et il y aura toujours 10% de gens sur qui le traitement ne fonctionnera pas, sur qui le traitement risque d'avoir des conséquences graves, des effets secondaires graves, voire peut-être provoquer la mort. Mais, encore une fois de plus, on considère l'efficacité pour la majorité au détriment de la minorité. Mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, dans les sociétés américaines, comme dans un certain nombre de sociétés occidentales et plus particulièrement européennes, quand on est aujourd'hui confronté à des générations qui sont hyper sensibilisées et donc qui ne peuvent pas admettre, qui ne peuvent pas comprendre pourquoi est-ce qu'on accepte des traitements, des vaccins qui peuvent éventuellement tuer des gens. C'est pas normal. Mais si, c'est normal, ça a toujours été comme ça. Tous les traitements ne sont pas des miracles. Tous les traitements ne sont pas des baguettes magiques. Il y a une majorité de gens sur lesquels les traitements fonctionnent, et puis il y aura toujours une minorité de gens, parce qu'ils ont des pathologies, parce qu'ils ont des allergies, parce que... Et voilà, et je rejoins exactement ce que disait le professeur Raoult, c'est avant de penser à considérer des traitements ou des remèdes miracles,
il faut diagnostiquer avant de traiter. Le diagnostic permet d'éliminer tous les risques qu'une personne risque d'encourir à utiliser tel ou tel traitement. Or aujourd'hui, force est de constater que même si, à l'ère du numérique, dans cette fameuse ère du numérique où nous pouvons échanger des informations d'un docteur à un autre, d'un établissement à un autre, d'un hôpital à un autre, eh bien ça devient compliqué. Ça devient compliqué pourquoi? Je vous donne l'exemple. Aux États-Unis, vous avez énormément de sociétés de santé. Beaucoup de ces sociétés possèdent leurs propres cabinets médicaux, leurs propres médecins, leurs propres spécialistes, leurs propres hôpitaux, des hôpitaux même spécialisés, même des hôpitaux spécialisés dans la recherche. Je prends l'exemple de ma société d'assurance santé que j'ai qui s'appelle Atrium, qui est l'ex-société qui s'appelait avant Carolina Healthcare System, mais qui a changé de nom parce qu'elle a des ambitions de s'étendre un peu plus, sur d'autres, même en France. On prépare le terrain. Et donc cette compagnie a différents hôpitaux, alors des hôpitaux spécialisés pour les cancers, des hôpitaux spécialisés pour la pédiatrie, des hôpitaux, etc. Et ils ont également des hôpitaux avec des services de recherche, dont j'ai 2 amis qui travaillent dans ce laboratoire de recherche, etc., dont d'ailleurs un certain nombre de leurs résultats sur l'étude de Covid ont été reconnus dans un certain nombre de revues. Donc ces organismes de santé ont la possibilité d'échanger, c'est-à-dire que quand vous vous déplacez dans les États-Unis, si vous avez un hôpital qui est de cette enseigne, qui est de cette société, ou affilié, ou travaillant, ou agréé par cette société, dans ce cas-là, vous risquez le moins de problèmes possible parce que vos dossiers sont accessibles. En revanche, il arrive très souvent que des gens changent de société d'assurance santé, et ces assurances santé n'ont pas d'agrément avec l'ancienne assurance santé. Ça veut dire que la personne qui a un dossier qui normalement doit être transféré de la société vers la nouvelle, afin que la nouvelle société puisse avoir les antécédents médicaux et tout le dossier médical de son nouveau patient, et bien malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. C'est-à-dire que vous avez des sociétés qui font exprès de faire de la rétention d'informations. C'est pour cette raison que dans certaines sociétés, eh bien, lorsqu'elles reçoivent un nouveau patient, eh bien, elles n'ont pas envie de s'emmerder dans des procédures administratives à demander, réclamer, quémander le dossier médical de la personne. Ils refont le topo total. Ça coûte de l'argent, mais ça fait fonctionner le business, néanmoins. Donc, ce qui fait qu'aux États-Unis, si vous comprenez qu'il y a des gens qui n'ont plus d'assurance santé, qui se sont fait vacciner, ils se sont fait vacciner, mais sans que l'organisme de santé qui l'a vacciné sache véritablement la pathologie ou les antécédents médicaux, etc. Parce que le problème, c'est que quand vous vous faites vacciner aux États-Unis, vous avez un papier que vous remplissez, vous signez, comme quoi vous vous engagez, vous n'avez pas les pathologies, vous n'avez pas les risques, vous n'avez pas les allergies, etc. Et si vous signez, et puis vous faites vacciner, et puis que tout compte fait, vous tombez malade, et puis vous décédez parce que vous avez oublié, parce que vous ne saviez pas, ou parce que vous avez ignoré le fait que vous étiez allergique à tel ou tel produit, mais que malheureusement, quand vous avez commencé à avoir des symptômes ou des effets secondaires, étant donné que vous êtes complètement ignorant de votre véritable état de santé, et les médecins, eux, ils essaient d'éliminer les problèmes en essayant... Sauf que les problèmes, ils sont comme ça. Et que le temps que votre statut s'aggrave, eh bien, ils n'ont que ce temps-là pour étudier tout ça. Donc, d'où la raison pour laquelle il y a des gens qui décèdent, malheureusement. C'est toute la complexité. Du coup, oui, c'est l'un des problèmes aujourd'hui du libéralisme aux États-Unis dans le système de santé, c'est qu'il n'y a pas franchement d'accord avec un certain nombre de sociétés, si bien que vous avez des patients qui sont victimes finalement des intérêts commerciaux, des intérêts du business, c'est-à-dire que nous avons des données, ces données nous ont été données par le patient qui était notre client, il n'est plus notre client, ces données, nous ne sommes pas obligés de vous les fournir. Il n'y a pas de loi qui oblige de fournir les dossiers. Ce sont des accords normalement qui sont
je dirais, éthique. Mais considérer maintenant que ce sont des données numériques, des données informatiques, eh bien, quand on cherche un petit peu des lois pour pouvoir savoir si ces organismes ont l'obligation de fournir les dossiers, etc., ben on se rend compte qu'il y a un flou. Il y a un flou, d'autant plus que des lois, 50 États aux États-Unis, donc des lois différentes d'un État à un autre. Voilà le modèle qu'on essaie de vendre en France, hein, pour remplacer le service public. Je ne vous dis pas le sacré bordel. Attention, je ne vais pas me lancer dans le débat, il y a des avantages et des inconvénients. Le seul problème, c'est que vous avez en France plus d'inconvénients que d'avantages. Les inconvénients étant évidemment que si vous avez un bon boulot, un bon salaire, vous pouvez vous payer une bonne assurance santé. Si vous êtes un pleu-pleu qui gagne le SMIC, eh bien vous allez vous faire voir. Vous aurez des sociétés qui vous feront des contrats à bas coût, et ça vous coûtera la peau des fesses, et puis croisez les doigts que vous n'ayez pas une grosse maladie ou une maladie à vie, avec un traitement à vie, parce que là, vous allez claquer des 100 et des 1000. Voilà, c'est un peu le système un peu à l'américaine. Le système américain, il est bien à partir du moment si vous êtes en bonne santé. Par contre, si vous êtes en mauvaise santé, je dis bien en très mauvaise santé, parce que être en mauvaise santé, c'est du business. Vous rentrez dans le cadre du business, c'est-à-dire vous faites tourner la machine. Très mauvaise santé, vous n'êtes pas viable, parce que vous coûtez trop cher à la société. Donc la moindre défaut, le moindre entrave, la moindre entorse contractuelle, et il vous dégage. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont perdu leur assurance santé, parce que beaucoup d'Américains n'avaient pas déclaré, par exemple, à leur assurance santé qu'ils fumaient, qu'ils étaient des fumeurs. Sauf que le premier jour où ils sont tombés malades et qu'ils sont passés devant un médecin, le médecin il a dit « Oh là, vos poumons, vous êtes fumeur ?»« Non, non. »« Vous êtes sûr ?»« Non, enfin, petite... »« Ah, mais oui, mais vous avez déclaré dans votre dossier que vous étiez non-fumeur. » C'est une clause de radiation. Ah oui, parce que être fumeur dans une société de santé aux États-Unis, il faut que vous comptiez, en plus de votre abonnement, en plus des options que vous prenez, si vous prenez d'options dentaires, visuelles, qu'est-ce qu'il y a d'autre, pas pédiatrie, oui, peut-être pédiatrie, enfin, tout ce qui est vraiment là, des domaines bien spécifiques. Ben, si vous êtes fumeur, il faut compter entre... suivant les assurances santé, suivant leur qualité, il faut compter entre 200 à 400 $ par mois. Par mois. Donc vous comprenez bien que l'ouvrier qui gagne 10 $ ou 12 $ de l'heure, il n'a pas les moyens de se payer une option fumeur dans une assurance santé à 400 $ par mois. Hein, donc voilà, ça règle le problème. Donc fin de parenthèse sur cet aspect. Revenons... à notre Covid, oui, il y aurait un intérêt politique en France de reconfiner au mois de septembre. Élection présidentielle arrivant, etc. L'élection présidentielle, je vais y revenir après. J'ai envie de dire... Attention, mesures gardées sur ce que l'on voit, sur ce que l'on entend, ce que l'on lit sur Internet. Il y a un peu tout et n'importe quoi, il faut bien l'admettre. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des questions qui ne sont pas légitimes. Et même, je dirais, des questions que quand on a un minimum de connaissances, un minimum de bon sens en matière de sciences, en matière de médecine, de biologie, etc., on en déduit par soi-même qu'en effet, au lieu de dire la vérité aux gens, de dire voilà, on a des vaccins, on est en train de vacciner des gens, mais suivant un protocole qui est un protocole autorisé avec un usage commercial temporaire, ce sont des produits qui ne sont pas définitivement agréés, mais qui ont été autorisés par les organismes de santé à la fois nationaux et internationaux pour lutter contre la pandémie. Donc évidemment, vous comprenez bien que légalement, tout a été fait en sorte, etc., que, par exemple, l'Union européenne assumera toute la responsabilité si des personnes sont décédées à cause des vaccins, et que c'est avéré. Attention, que c'est bien avéré. Le problème, c'est que si une personne décède alors qu'elle a une pathologie déjà un peu particulière, etc., ben, on va me dire qu'elle est morte du Covid. Morte du Covid, vaccinée. Ben oui, mais morte du Covid quand même. Tout comme actuellement, on a des doutes
on a des doutes sur le fait qu'en Grande-Bretagne, ils soient en train tout simplement de maximiser les risques du variant Delta pour faire passer des décès en variant Delta. Et comme il n'y a pas d'autopsie, donc ils ne savent pas en réalité si c'est vraiment le variant Delta qui les a tués ou si au contraire, c'est peut-être le vaccin. On n'a aucune preuve, puisqu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'autopsie, il n'y a pas d'analyse. En effet, certains laboratoires actuellement essaient de se couvrir en essayant de faire des analyses, en essayant de faire des études pour savoir la corrélation qu'il y a entre le vaccin et les décès et les personnes qui peuvent éventuellement être décédées à cause du Covid, mais en étant vaccinées. Et là, dans ce cas-là, c'est là que ça devient intéressant, c'est de savoir la proportion. Sauf que malheureusement, ça c'est des données qu'on n'a pas. Vous pouvez regarder le site du CDC américain, le VEH américain, le fameux site interdit par Facebook en France, sur l'Union européenne. On a en effet un tableau avec des décès. Des décès par personne vaccinée, non vaccinée, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si les décès sont dus au fait que le vaccin n'a pas été efficace et que les personnes sont mortes à cause du Covid, ou est-ce que les personnes sont mortes non pas en ayant chopé le Covid, mais sont décédées à cause de complications dues au vaccin. On n'a pas de données précises là-dessus. Il vaut mieux pas qu'on en ait. Les laboratoires, il est préférable qu'il n'y ait pas ce genre d'études. On devra se contenter de décès avec vaccin ou sans vaccin. Déclarés Covid, non Covid. Ou à leur proportion, décédés vaccinés sans Covid. C'est-à-dire décédés d'autres pathologies ou d'autres issues dramatiques, allez savoir. Donc en fait, en réalité, on est encore dans le flou. On est dans le flou, mais comme il y a urgence, et d'ailleurs, preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de complètement libéraliser un petit peu les mesures sanitaires, parce qu'il y a les vacances qui arrivent. On ne va pas confiner les gens en pleine vacances. Sinon, on risque de se taper une révolution, surtout aux États-Unis. Là, aujourd'hui, les Américains, ça y est, ils sont passés à autre chose. Ça y est, il y a les vacances qui arrivent. Donc, vous comprenez bien que malheureusement, ces données-là, on ne les aura pas. Mais même les données qu'on a actuellement, si on remet en proportion du nombre de gens vaccinés, là, on peut commencer déjà à entrevoir l'efficacité des vaccins ou non. Selon si c'est Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, il y en a encore qui l'utilisent, je ne sais pas, le Sputnik, puis là il y en a un autre, je crois, qui est en train d'arriver aussi sur le marché. Force est de constater que ce qui va être déterminant, c'est plutôt la fin des vacances. Ça va être mi-août, septembre, voir si finalement, est-ce qu'il va y avoir une reprise d'épidémie avec un variant. Alors pour l'instant, c'est le variant Delta, mais ça se trouve d'ici là, il y en aura un autre qui va apparaître, et on dira, oh, putain, celui-là est encore plus virulent que Delta. Ou alors finalement, on est sur une statistique raisonnable, acceptable, à ceci près que si on est sur des nombres d'hospitalisations faibles, mais une reprise de contamination. Alors je vous dis, aux États-Unis, la contamination, ils ne vont pas prendre la contamination comme étant un point pour reconfiner le pays, ou les États, ou certaines villes. C'est-à-dire que là, ils savent que s'ils font ça, ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils tuent l'économie surtout des grandes métropoles. Déjà que les grandes métropoles américaines, c'est pas sûr qu'elles se relèvent. On commence déjà à avoir des chiffres, c'est limite une catastrophe. Mais ça fera un autre sujet, hein. Je vous en ai déjà parlé avec l'exode qui se passe actuellement. Mais pour ce qui concerne la France, je rappelle quand même que le dernier confinement qu'ils vous ont fait, ils l'ont fait sur quoi? Sur la base des contaminations. Non pas des hospitalisations. Ou des hospitalisations en réanimation. Parce que les hospitalisations et réanimations, elles étaient à la mesure de la contamination. Mais ils se sont servis d'une contamination qui montait en flèche
pour confiner le pays. Et ça, c'est bizarre, hein, dans les médias mainstream, on ne soulève pas cette question. Même Blachier, quand on lui pose la question, il est un peu emmerdé quand même. La Blachier qui est en train de nous sortir, ah, peut-être qu'en effet, il y aura peut-être encore une 4e vague, mais il faut prendre en considération et déjà commencer à se préparer à un phénomène cyclique. Phénomène cyclique. Donc ça veut dire qu'en gros, vous admettez que la Covid, ça va devenir comme une grippe, c'est-à-dire que ça va être un virus saisonnier pour lequel on va être vacciné, mais dont la seule chose qui importe, c'est de savoir est-ce que les vaccins vont être efficaces. Est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment donné une rapidité de mutation du virus qui ferait que finalement les vaccins deviennent obsolètes? Elles sont là, les questions. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est encore dans la phase, est-ce que les vaccins vont être l'outil efficace pour considérer que le Covid ne soit plus un virus dangereux, voire pandémique. Qui va assumer en revanche le fait de dire, par contre, les gens les plus fragiles, si jamais on se rend compte que le vaccin n'est pas efficace à plus de 80%, c'est-à-dire sur un certain nombre d'individus, de pathologies, etc., ça voudra dire qu'on considérera qu'il va falloir sacrifier les plus faibles. Sinon l'économie mondiale va s'effondrer. Et ça, c'est hors de question. D'autant plus qu'on est dans une guerre fratricide, tant économique que monétaire. On a déjà expliqué, on a déjà parlé. Donc, on va voir comment juillet-août va se dérouler. En ce qui concerne les États-Unis, ça se relâche de plus en plus, en dehors des grandes métropoles qui restent très vigilantes, parce que ce serait dommage que ça reprenne dans ces grandes métropoles et puis que ça relance encore une fois de plus le problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reconfine? Est-ce qu'on fait des lockdowns, etc. Par contre, on risque de tuer des pans économiques entiers de ces grandes villes, etc. Donc le problème va se poser. Et on verra un petit peu comment est-ce qu'en France, ils vont gérer le truc. Personnellement, je ne suis pas très confiant. Parce que vu comment vous êtes gouverné, géré en ce moment en France, je veux dire, quand on voit les élections régionales, le résultat du En Marche, et que vous avez le Macron qui fait la fête de la musique à l'Élysée, comme si de rien n'était, à s'éclater avec Jean-Michel Jarre et Justin Bieber. Justin Bieber, d'ailleurs, rencontre avec Justin Bieber pour discuter de la jeunesse et tout, comme si Justin Bieber était spécialiste de la chose. C'est de la pipolisation. Encore une fois de plus, Macron casse volontairement l'image du président de la République, en côtoyant des gens, comme je l'avais d'ailleurs tweeté par la suite, et d'ailleurs ce tweet a été retweeté, mais alors plus de 200 fois. Je dis, et demain, Emmanuel Macron va rencontrer les ch'tis de la télé-réalité pour discuter de la francophonie. On y est, je veux dire, après McFly et Carlito, Justin Bieber, pourquoi pas, je sais pas, on s'attend pour le 14 juillet, il va inviter, je sais pas, Hanouna, enfin bref, ça devient n'importe quoi. Et donc pour revenir à la Covid, nous à l'heure actuelle, aux États-Unis, l'activité reprend doucettement, même s'il y a un certain nombre de codes, un certain nombre de règles, un certain nombre de principes dont on se rend compte que va falloir en faire le deuil parce que il y a beaucoup d'Américains qui ont pris le pli finalement de certaines facilités qu'ils ont pu avoir accès par le lockdown. Moi, ce week-end, je vais voir au niveau du cinéma, parce que là, ce week-end, c'est Fast and Furious 9. En général, c'est un film qui attire, voilà, qui est porteur, comme on l'appelle. Sauf que hier, il y a un petit peu de monde, mais ça n'a pas été un déferlement. Je veux dire, dans un cinéma de 11 salles, il y avait 6 salles uniquement pour Fast and Furious. Par
quand c'est des petites salles, petites capacités, donc c'est normal, ils essaient de satisfaire la demande. Puis moi, l'intérêt, c'est quand tu fais 6 salles, c'est que tu peux faire des créneaux horaires différents, donc tu fais une meilleure offre. Hein. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans les multiplex en général. C'est par exemple Fast and Furious, je suis sûr que ce week-end, vous regardez vos multiplex, un 14 ou un 16 salles, ils ont au moins, sur un créneau horaire de 2 heures, il y a au moins 4 ou 5 salles qui vont tourner sur le même film. Donc, voilà, mais ça, pour ramener des pépettes. Mais on va voir ce week-end, nous ici, si on fait le chiffre attendu par rapport à un gros film comme Fast and Furious, ou pas. Déjà, les films précédents, il y avait quand même Cruella, qui était un film familial, qui aurait pu attirer du monde, etc. Sauf que le film, il est sorti en même temps sur Disney+. Conjuring, pareil, c'était un temps attendu, qui n'a pas fait des miracles. Et normal, puisqu'il était aussi disponible sur HBO Max, en même temps, sur le streaming. Ça aussi, ça va être un problème. On en reparlera aussi. Donc j'ai envie de dire, pour le Covid, ça suit son cours, mais on sent quand même une certaine fébrilité de la part des organismes de santé, de se dire, on n'en a pas fini. Et deuxième sujet, on va parler un petit peu des élections présidentielles, parce que les régionales, premier tour, demain, deuxième tour, on va voir ce que ça va donner. On va voir, est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il y a une confirmation par rapport au premier tour? Quelles alliances? Déjà, on a des alliances contre nature, évidemment, il faut lutter contre les partis de la haine, etc. Donc on verra, je referai une vidéo la semaine prochaine, enfin peut-être lundi ou mardi, sur ce deuxième tour, voir un petit peu le bilan qu'on pourrait éventuellement en tirer. Le fait est, c'est que cette semaine, on a bien vu qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont compris une chose, c'est que finalement, le fameux scénario du deuxième tour, Marine Le Pen, Macron, n'a plus de viabilité. Alors, ils vont continuer à le vendre. Les médias vont continuer à jouer leur rôle pour essayer de nous faire croire que c'est de toute façon l'inéluctabilité du scénario qui devra se pratiquer. Mais au niveau de l'électorat, ça pose problème. Parce que imaginez qu'en 2022, vous ayez un taux d'abstention de 55 ou 60%, voire 63%. Comment un pays peut-il être géré avec un gouvernement, un président, un parlement qui au final n'est même pas représentatif de plus de la moitié du suffrage? Là, j'ai envie de dire, question posée, est-ce que finalement on n'est pas arrivé au bout de la démocratie, ou tout du moins de la République? Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en face justement de cette preuve flagrante, et on le verra demain avec le second tour, on verra la participation. Si la participation est aussi importante, si elle est à plus de 50%, j'ai envie de dire, aujourd'hui, peut-être le politicien qui aura les faveurs de l'électorat, ce sera celui qui saura mettre sur la table le fait que peut-être aujourd'hui, la République est à revoir, que la démocratie est à revoir. Ça, déjà, aux États-Unis, il commence à y avoir un certain nombre de gens qui y pensent, qui en parlent. Plus particulièrement au niveau, évidemment, des conservateurs, qui commencent à mettre un petit peu le doigt dessus. Parce que, aujourd'hui, quand on voit les discours, quand on voit les propos, quand on voit les idées, quand on voit les alliances, quand on voit les collusions, quand on voit les serrages de paluche, quand on voit les brossages dans le sens du poil, parfois contre nature, oui, le français aujourd'hui est légitime de réclamer des comptes aux politiciens, de réclamer des comptes à leur représentation nationale, de réclamer des comptes à ce gouvernement, de réclamer des comptes au président. Sauf que les outils pour réclamer des comptes, ils ont disparu. Je vous rappelle, nous n'avons aujourd'hui plus aucun moyen de remettre en question l'autorité donnée à un président pendant son mandat de 5 ans. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas réactualiser ou réaménager le Parlement, puisque les législatives ont désormais lieu en même temps que les présidentielles. Alors évidemment, certains diront « Oui, mais avant, c'était devenu ingérable ». Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est vrai qu'un gouvernement de cohabitation,
ça rend le pays difficilement gérable. Donc, on peut être amené à réfléchir là-dessus. Mais justement, peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on y réfléchisse. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas que, justement, on remette en question la sacro-sainte République, la sacro-sainte démocratie. Alors que peut-être, aujourd'hui, nous avons un état, un éventail suffisant d'éléments, d'informations, de données, de faits, que la République ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus dans ses valeurs fondamentales, elle ne fonctionne plus dans son autorité, elle ne fonctionne plus dans sa souveraineté. Donc finalement, j'ai envie de dire, est-ce que ce fameux projet, dont souvent je fais référence, c'est la destruction de l'État-nation, eh bien, n'est pas en train de se produire maintenant, sous vos yeux. Mais parce que vous n'en comprenez peut-être pas les subtilités, vous n'en comprenez pas forcément les issues, que vous n'en assimilez peut-être pas tous les petits détails. Hein, regardez, système de santé, 1800 lits qui vont être détruits là. Système éducatif, complètement à la ramasse. Le système de sécurité, c'est limite. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu, apparemment, ils veulent proposer un projet de loi pour avoir recours à des sociétés privées, pour assurer des fonctions au niveau militaire. Ça y est, vous voyez, on y vient. Essayez d'introniser le fait d'avoir recours à des sociétés privées de sécurité. En gros, hein, je vous le dis, c'est appelé des mercenaires. Hein, parce que moi, les gens qui bossent dans la sécurité, c'est-à-dire des anciens militaires qui bossent pour du privé, pour moi, c'est des mercenaires. C'est-à-dire c'est des gens qui se vendent à des intérêts privés et qui n'ont plus aucune notion de souveraineté, de nation, de fierté, de patrie, etc. Ça, c'est fini. Eux, ce qu'ils voient, c'est à la fin du mois combien ils touchent. Donc ces gens-là sont capables de tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, à partir du moment où ils sont payés à la fin du mois. C'est ça les sociétés privées. C'est d'ailleurs le scandale qu'avait révélé Wikileaks avec Julian Assange, avec Snowden en partie, sur ce qui s'était passé en Irak, avec la fameuse société Blackwater. Souvenez-vous de Blackwater, hein, un massacre qui avait eu lieu dans un village, qui avait été imputé à une opération qui était partie en vrille, qui était mal organisée, et que finalement, les mecs, ils ont fait des cartons. Ils ont fait des cartons sur des civils. Donc ça, évidemment, je peux vous dire que l'oncle Sam, il l'a toujours en travers de la gorge, et que le Assange, ils attendent toujours de le récupérer, pour lui faire payer, et faire un exemple. Hein? Et là, tout d'un coup, évidemment, les progressistes, on leur dit, mais Biden, il ne pourrait pas... Ah non. Non, c'est hors de question. On croyait que Trump allait le faire parce que Trump était anti-système. Ben non, il ne l'a pas fait. Hein. Ben, c'est pas Biden qui va le faire non plus. Hein. Et encore moins Kamala Harris. Donc le pauvre Assange, ben, pour l'instant, il est toujours en tôle, sans savoir si finalement, est-ce que la Grande-Bretagne, à la fin de sa peine, ils ne vont pas le refiler aux États-Unis, ou est-ce qu'ils vont dire non, une fois qu'il aura fini sa peine, il sortira, il sera libre de prison, et que dès qu'il mettra un pied dehors, on verra débouler un van avec une quinzaine de mecs qui vont le foutre dans le van, et puis hop, un aéroport, dans un avion, et il n'aura pas le temps de réagir, que le mec il sera déjà dans les airs, direction Washington. Évidemment, ça ferait un scandale diplomatique énorme, mais au point où on en est aujourd'hui, je veux dire, regardez ce qui se passe avec la Russie aujourd'hui, ce qui se passe avec la Chine. Je veux dire, tout le monde se tacle, tout le monde s'envoie des merdes dans la gueule. Est-ce que diplomatiquement, il se passe quelque chose? Rien. On se dit, ah, c'est pas bien, on n'est pas content. Ah, attention, on va faire des sanctions. Hop, on rappelle les ambassadeurs, etc. Puis 3 mois après, hop, on les fait revenir. Regardez, là, avec la réunion Poutine-Biden, les ambassadeurs et les diplomates qui avaient été virés vont revenir. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est encore une fois la preuve de se poser la bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie existe toujours? Ou est-ce qu'au contraire, on est en train de nous faire monter les uns contre les autres pour empêcher de voir que nos démocraties sont en train d'être vendues par petits bouts à des intérêts privés, à des ambitions de gouvernance mondiale, multinationale, supranationale, tout ce que vous voulez, etc. Moi, je veux dire, c'est le genre de discours qu'on tenait il y a 15 ou 20 ans, on traitait de complotistes. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ce qu'on disait il y a 20 ans, est en train de se produire sous vos yeux. Référendum,
Mais il n'y aura plus de référendum en France, c'est fini. Quand vous avez Macron là, qui nous balance, oui, je vais faire un référendum suite à la consultation du comité environnemental, etc. Mais souvenez-vous, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, il changera d'avis, il retournera sa veste, il n'y aura pas de référendum. Ils ne peuvent pas faire de référendum, c'est pas possible. C'est interdit. Ça lui est interdit. Bon, ben voilà, résultat, il n'y aura pas de référendum. Même aujourd'hui, et ça, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le comprendre, il faut savoir qu'un certain nombre d'éléments qui ont modifié les institutions, modifié la Constitution, ont été faits en catimini entre gens de bonnes relations, de bonne entente, même des partis d'opposition, pour accéder à ce principe de collusion parlementaire. Et de ce fait, vu que la Constitution a été modifiée de telle manière à ce que on fait soit une consultation nationale par référendum, ou on passe par le Parlement, puisque le Parlement est la représentation du peuple. Sauf que leur Parlement, il est complètement corrompu, complètement vérolé par des conflits d'intérêts, par des ambitions, par de la cupidité, etc. Alors, évidemment, il y a encore quelques députés, sénateurs qui sont dans cet état d'esprit d'opposition, dans cet état d'esprit démocratique, etc. Mais on s'arrange toujours pour qu'ils soient une infime minorité. Donc voilà, c'était un outil de réflexion à avoir sur cette démocratie, cette sacro-sainte démocratie, cette démocratie que beaucoup nous vendent, hein, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux pour défendre contre le fascisme, etc. Et eh bien, on se revoit d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo pour faire un petit bilan de ce second tour des régionales. Et d'ici là, que puis-je vous souhaiter d'autre, si ce n'est de bien vous porter.